Bonjour, je vous présente aujourd'hui une capsule assez longue sur l'ordre spontané, une nouvelle société par l'ordre spontané. C'est la première leçon libertarienne. J'entreprends aujourd'hui une série où je vais essayer d'expliquer dans la et son intérêt pour refonder la société dans son ensemble sans recourir à une insurrection armée ni à des violences, mais surtout en supplantant complètement la vision verticale de la société que la caste utilise, déploie et avec laquelle elle justifie sa domination aujourd'hui. Alors je vais essayer de vous parler de tout ça et je vais, puisque cet exposé risque d'être un peu long, je vais essayer de vous dire à l'avance comment va se dérouler cette présentation de ce qu'est l'ordre spontané comme méthode et comme solution pour changer la réalité et pour changer de société. Alors, je vais essentiellement d'abord vous dire, pour que vous compreniez ce qu'est l'ordre spontané, je vais vous parler de l'ordre vertical et de son poison. L'ordre vertical, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je vais vous expliquer dans les grandes lignes, en tout cas, ce qu'il est, comment il fonctionne, et je vais préconiser, pour ma part, le développement de l'ordre spontané, le retour, d'une certaine façon, à l'ordre spontané, en essayant de vous expliquer comment fonctionne cet ordre spontané, ce qu'il est. Et puis, évidemment, je vais terminer par les avantages de l'ordre spontané. Je vais essayer de vous montrer quelques réalisations historiques connues de l'ordre spontané et les avantages de ces réalisations par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Alors pourquoi je vous parle de ça? D'abord, c'est pour vous dire que, bien, d'abord, j'ai une bonne nouvelle à titre personnel. Mon livre, qui va s'appeler Le traité du monde d'après, devrait paraître aux éditions Culture et Racines à la fin du mois de juin. Alors, c'est une somme, comme on dit, puisque je crois qu'il fera pratiquement 400 pages. C'est un traité de présentation de ce que pourrait être une société fondée sur l'ordre spontané, de ce que pourrait être le monde d'après. Hein. Alors, c'est un livre qui est à la fois un peu théorique, mais pas trop, qui donne quand même des pistes pour trouver des solutions pour inverser la révolution mondialiste verticale imprimée par la caste depuis maintenant plus de 70 ans. Et c'est un livre de propositions et d'explications sur comment on pourrait faire mieux que ce qui existe aujourd'hui et comment on pourrait remplacer la société verticale de la caste par une société spontanée, horizontale. Et donc, je vais sortir ce livre. Je vais essayer d'en expliquer quelques fondements, puisque c'est un livre qui parle beaucoup d'ordre spontané et de lutte contre le vachisme par l'ordre spontané. C'est aussi un livre qui intervient à un moment où la caste montre des vrais signes d'affaiblissement et où, au fond, le problème n'est plus de savoir si nous allons battre la caste ou pas. D'une certaine façon, nous l'avons déjà battue. Le problème, c'est de savoir par quoi on la remplace, par quoi on remplace la société actuelle, quelles sont les grandes mesures, les grandes réformes de structure, comme on dit, les grandes réformes systémiques qu'il faut entreprendre pour changer la réalité et sortir de cette espèce d'oppression et de répression, on va y venir, que nous impose la caste aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de ce qu'est l'ordre vertical. Je vous remets cette photo en grand, cette présentation en grand, puisque en réalité, je vous montre ici des photos d'Emmanuel Macron, qui est sans doute l'incarnation de l'ordre vertical, mais au fond, il en est, s'il en est l'incarnation contemporaine, il en est aussi, d'une certaine façon, une conséquence, ou en tout cas l'un des représentants seulement, mais il n'en est certainement pas l'inventeur ni le producteur, et ce serait une erreur de faire de la macronophobie en réduisant tous les problèmes de la société à un seul personnage. D'abord parce que l'ordre vertical et l'ordre de la caste mondialiste, il s'impose aujourd'hui à toutes les sociétés occidentales, pas seulement en France, et que si Macron est celui qui a revendiqué le mieux d'incarner cet ordre vertical, là vous le voyez descendre souverainement les Champs-Élysées un jour de 14 juillet, vous voyez lors de ces meetings,
il a aussi fait l'objet d'une puissante contestation de la part des Gilets jaunes. Il a incarné cet ordre qu'il avait appelé lui-même jupitérien, mais il en est une émanation de l'ordre vertical, il n'en est pas l'incarnation solitaire. Hein. Plein d'autres, Justin Trudeau, plein d'autres chefs d'État, mais Joe Biden, d'une manière générale, tous les chefs d'État occidentaux se sont laissés piéger par cet ordre vertical, ou l'ont exercé, ou sont arrivés au pouvoir grâce à cet ordre vertical qu'ils se proposaient de continuer. Hein. Alors, comme je le dis dans cette présentation, l'ordre vertical, si on doit le définir de façon assez simple, c'est gouverné par la domination et le contrôle, c'est-à-dire un système que vous comprenez intuitivement où il y a une caste au sommet qui décide et tous les ordres tombent d'en haut sans possibilité d'être discutés. Alors, c'est peut-être pour vous un peu abstrait parce que je sais que beaucoup de gens imaginent qu'une société ne peut être fondée que sur une hiérarchie et que sur un ordre, sinon c'est l'anarchie. Et cette conception-là fait fi d'une notion particulière d'ordre, qui est l'ordre spontané, qu'on va discuter, qu'on va présenter. Mais je voulais quand même, avant de vous expliquer ce qu'est l'ordre spontané, vous redire comment fonctionne cet ordre vertical en vous rappelant quelques phrases qui incarnent assez bien cette notion d'ordre vertical tel qu'il a été pratiqué par Emmanuel Macron autour de cette fameuse théorie du pouvoir jupitérien. Alors, dès juillet 2017, on l'a oublié, mais dès juillet 2017, il commettait une phrase qui a marqué les esprits, qui était: «Une gare est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien». Et dans la vision systémique portée par, par la caste mondialiste et qui est fondamentalement verticaliste, si vous voulez, eh bien, dans la vision portée par la caste mondialiste, il y a forcément des gens qui sont quelque chose, qui sont ceux qui dominent, ceux qui peuvent être écoutés, ceux qui ont droit à la parole, qui ont voix au chapitre, et puis il y a ceux qui ne sont rien, qui existent physiquement, mais qui politiquement, socialement, ne sont pas à la table des décisions, si vous voulez. On ne les invite pas au repas. Ils restent à la porte, ils écoutent, ils attendent qu'on leur donne à manger, et ils ne participent pas aux décisions, et on ne les associe pas au pouvoir. Et ça, c'est une vision, c'est le point fondamental de l'ordre vertical, de l'ordre jupitérien, c'est-à-dire qu'il n'y a que la tête qui pense, la base obéit et reçoit, elle subit, mais en aucun cas on ne peut faire participer la base au processus de réflexion démocratique et au processus de décision publique. Et ça, c'est un sujet fondamental parce que c'est précisément là qu'il y a une différence entre l'ordre spontané et l'ordre vertical qui existe. Alors je voulais illustrer cette traduction politique. Hein, et Emmanuel Macron a sorti deux phrases, il en a sorti beaucoup d'autres, j'aurais pu les prendre, mais il a sorti deux phrases qui méritent d'être reprises pour comprendre ce que signifie, quel est le substrat idéologique, hein, et anthropologique, que de mots en hic, mais c'est pour expliquer qu'il y a derrière ces phrases une vision de l'homme, de la place de l'homme dans la société qui est importante. Et quand, en septembre 2017, après, donc 3 mois après, 2 mois après sa fameuse phrase sur les gares où on croise des gens qui ne sont rien, Emmanuel Macron dit: «Je crois dans la démocratie, mais la démocratie, ce n'est pas la rue». Et en mars 2023, il répétera: «La foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses élus». Alors, ces deux phrases qui veulent dire la même chose, qui s'inspirent de la même philosophie, il faut prendre le temps de bien les comprendre parce qu'elles expriment le lien profond entre la démocratie représentative telle qu'elle est conçue aujourd'hui et l'ordre vertical. C'est-à-dire qu'il y a bien l'idée que la démocratie, ça n'est pas écouter le peuple de façon directe, ça n'est pas le référendum, ça n'est pas les masses, la foule, hein, la foule de ceux qui ne sont rien, qui ne peuvent pas participer aux décisions. La démocratie, c'est une caste de gens qui sont élus et qui décident à la place des autres. Et la vraie souveraineté pour Emmanuel Macron, elle n'est pas dans le peuple, elle est dans les élus. Et cette vision-là, elle est fondamentale, d'abord parce qu'elle est politiquement fausse. Enfin, c'est une perversion de la théorie de la démocratie représentative. Lorsqu'on a créé la démocratie représentative, on n'a jamais entendu dire que le peuple n'était plus souverain. On n'a jamais entendu dire que le souverain, c'était les élus.
Et Emmanuel Macron dit bah, le peuple est souverain à travers ses élus, ce qui est une perversion de la conception de la démocratie représentative, mais qui montre bien comment, petit à petit, la caste a recréé ce qu'on peut appeler une démocratie censitaire, c'est-à-dire que ceux qui décident, ce sont les élus, et le peuple obéit. Alors c'est quelque chose que moi je me souviens d'avoir fait une conférence dans une collectivité pour des élus. Il y avait tous les élus de la communauté de communes ou d'agglomération, je ne sais plus comment tout ça s'appelle. Et les gens disaient, les élus, les 200 élus qui étaient présents, disaient, mais non, la démocratie, on est élu et pendant 6 ans, on décide et au bout de 6 ans, on se représente aux élections et si on est battu, ben on est battu. Sinon, si on est réélu, c'est que les gens sont d'accord avec les décisions qu'on a prises. Entre les deux, on n'a pas à les consulter. Ça, c'est la vision verticale qui est à la base de la pensée macroniste et de la doctrine d'Emmanuel Macron lui-même. Et c'est ce qu'il nous dit lorsqu'il dit la rue n'est pas légitime, ce qui est légitime, ce sont les élus, c'est eux qui ont le pouvoir. Et ils ont été désignés pour exercer le pouvoir sans le peuple. Alors donc, il faut comprendre du coup ce que signifie l'ordre vertical tel que un Emmanuel Macron l'exprime avec une certaine franchise. Eh bien, c'est d'abord l'élitisme de la démocratie représentative. C'est-à-dire il faut une élite en toute chose. Donc, c'est cette idée profonde qui existe dans une grande partie qui existe dans la caste en France, y compris chez ceux qui la critiquent. Je me souviens d'avoir quand même pas mal discuté avec des universitaires qui me disaient mais tout ça c'est horrible, je ne citerai pas de nom, mais enfin, je trouve que ces universitaires étaient aussi les premiers à dire il faut une élite. On ne peut pas avoir une société sans élite et l'élite doit diriger. Ça, c'est une idée très profonde qui domine la caste mondialiste. Et l'ordre spontané, on va le voir, c'est une vision qui est très contraire à ça, parce qu'au fond, dans l'ordre vertical, eh bien, les décisions viennent d'en haut, de l'élite, et la base obéit. Et l'ordre spontané, c'est l'inverse. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la démocratie représentative, alors pour tout un tas de raisons que j'explique dans mon livre, notamment liées au néolibéralisme, la démocratie a très vite dérivé en un capitalisme de connivence, c'est-à-dire que les pouvoirs publics et les pouvoirs privés se mettent ensemble pour diriger et pour tirer profit du pouvoir qu'ils exercent. C'est vraiment l'idée que euh, l'élite privée et l'élite publique doivent travailler main dans la main et se faire la courte échelle pour s'enrichir, pour grimper, et qu'au fond, le pouvoir qu'ils exercent, ils l'exercent non pas dans l'intérêt général, mais dans l'intérêt des élites, avec cette fameuse théorie du ruissellement qui est un peu un fourre-tout, une platitude, cette idée que ce qui profite à la caste profite à tout le monde. Et que donc, au fond, ce qu'il faut, c'est que la caste travaille de façon solidaire pour développer ses intérêts, parce qu'en développant ses intérêts, elle va développer les intérêts de la société elle-même. Et donc, dans cet univers-là, vous voyez bien qu'il y a d'abord l'idée qu'il faut une élite, il y a des gens qui obéissent, les gens de l'élite s'organisent, et donc c'est une société qui est fondamentalement fondée sur le principe de tout doit être réglementé. Il ne peut pas y avoir de zone où on laisse faire, où les gens s'organisent de façon spontanée. Et là-dessus, la caste est très aidée par la pensée post-marxiste de gauche qui explique que là où il n'y a pas de règles, eh bien c'est la loi de la jungle. Il faudrait un jour prendre le temps d'analyser ce qu'est la loi de la jungle, parce que très souvent, d'ailleurs, on voit que ceux qui dénoncent la loi de la jungle se prétendent écologistes et veulent restaurer une espèce de fonctionnement de la nature sans l'homme, mais lorsqu'il s'agit de la société humaine, là, ils dénoncent cette liberté, cette spontanéité. La loi de la jungle, tout à coup, devient abominable. Il faut des lois humaines pour encadrer la société. Donc, il faudrait que les hommes se retirent de la nature et que la nature règne sur les choses, sauf dans les sociétés humaines où il doit y avoir un primat de la réglementation. Tout doit faire l'objet de lois, de décrets, d'arrêtés, de normes, de décisions publiques. Et au fond, il ne doit plus y avoir de place pour une organisation spontanée de la société. En tout cas, cette organisation spontanée, elle doit être en permanence contrôlée et vérifiée. Et ça, c'est le principe de l'ordre vertical. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le pouvoir étatique que certains à gauche
nous présente comme un pouvoir protecteur, eh bien, c'est le pouvoir de la réglementation. Et la réglementation, par essence, c'est le produit, c'est l'expression même de l'ordre vertical. Il n'y a pas d'ordre vertical sans loi. Et il n'y a pas d'ordre vertical sans réglementation. On rappellera la différence entre la loi et la réglementation. En réalité, la loi est une forme de réglementation qui s'impose à tous par la contrainte. Et la réglementation en général, c'est une décision qui est prise par une minorité qui s'exerce sur la majorité. Alors il se trouve que la démocratie représentative a fait vivre très longtemps la fiction que la loi était l'expression du peuple, mais la loi est l'expression du peuple par les représentants élus. Et comme on l'a vu, aujourd'hui, nous assistons à une confiscation du pouvoir par ces élus qui ont décidé de transformer la démocratie représentative en leur pouvoir souverain à eux, en une sorte de délégation de souveraineté que le peuple leur donnerait pour diriger à la place du peuple. Et ça, c'est une perversion, disons-le, c'est le principe de l'ordre vertical et c'est pourquoi nous nous combattons régulièrement, nous les libertariens, nous combattons cette mystification qui consiste à faire croire que les élus sont légitimes à décider de tout et à faire des lois sur tout. Nous pensons que c'est une usurpation de leur pouvoir et que la loi doit être réduite au maximum. On va y venir. Mais je voudrais quand même illustrer euh, les méfaits, d'une certaine façon, de l'ordre vertical en parlant du livre noir de l'ordre vertical. Je vous rappelle quand même quelques épisodes traumatisants que nous avons vécus ou que nous vivons dus à l'ordre vertical tel qu'il est exprimé aujourd'hui par la caste. Alors, le summum, ça a quand même été le pass sanitaire, la violation des droits naturels que ce pass sanitaire euh, emmenait avec lui, puisqu'il s'agissait d'un crédit social. Autrement dit, les droits citoyens étaient réduits selon que l'on était vacciné ou pas, ce qui est, on va y revenir aussi, mais la marque de renoncement à l'universalité du droit propre à la démocratie. Ça, c'est l'ordre vertical qui nous l'a imposé. Si vous ne respectez pas les décisions, les consignes de la caste, vous êtes dégradé avec tout ce qui allait avec, la surveillance généralisée. Alors, je ne vais pas que nous vivons encore aujourd'hui, l'omniprésence de la reconnaissance faciale, de la surveillance par l'algorithme. Si ça vous intéresse, je consacrerai une capsule à ce sujet. La monnaie numérique, qui est une grande arme qui se prépare pour contrôler les populations. Ça, c'est l'ordre vertical, c'est-à-dire un système où un citoyen est par principe un fraudeur qui s'ignore ou un fraudeur qui va se révéler. Et donc, il faut le surveiller en permanence pour qu'il respecte la quantité infinie de règles qui étaient dictées pour diriger la société, pour la verticaliser, pour, paraît-il, l'organiser, pour la protéger. Mais tout le monde a bien compris que cette infinité de règles, cette cascade permanente de règles, est une façon de contrôler les populations et de justifier une surveillance généralisée des individus pour qu'ils ne puissent plus avoir la possibilité d'exprimer la moindre spontanéité. Avec cette fiction très macroniste d'un ordre moral protecteur, avec notamment toute la théorie du nudge, telle qu'elle a. Si ça vous intéresse, je ferai une capsule sur le nudge, la théorie du nudge et ce paternalisme social-démocrate sur lequel ce nudge se fonde. On le rappellera, le nudge a été inventé par des défenseurs de Bill Clinton et de Barack Obama qui ont considéré que l'État était légitime à encourager par une série de mécanismes comme le pass sanitaire, encourager un certain nombre de comportements. Et donc, ces comportements, cet encouragement est fait pour aider les gens à prendre les bonnes décisions concernant leur santé, par exemple, mais concernant tout un tas d'autres sujets. L'État se considère comme légitime aujourd'hui pour dire aux gens comment ils doivent se comporter. Et donc, sur tous ces points, il faut, si vous avez été choqué par la façon dont vous avez été forcé à vous vacciner, on y reviendra tout à l'heure. Si vous avez été choqué, si vous êtes choqué par ces outils de surveillance permanente, la reconnaissance faciale, les QR codes dans tous les sens, vous ne pouvez plus faire un déplacement aujourd'hui sans qu'une immense base de données le sache et le transmette à la police au besoin. Eh bien, si vous êtes choqué par cette surveillance permanente, par cette violation systémique de votre vie privée, eh bien, vous voyez bien que vous avez un problème avec l'ordre vertical et qu'il faut peut-être essayer de penser une société organisée
sur d'autres bases, hein. Et ces autres bases, je vais essayer de les expliquer. Je vais vous parler maintenant de l'ordre spontané. Alors, pour illustrer l'ordre spontané, je vous mets ce qu'est une ordre spontané. Je vais définir maintenant ce qu'est l'ordre spontané. Alors, j'ai mis un petit slogan, une société horizontale plutôt que verticale. Je vous ai mis une photo un peu énigmatique. Et en fait, c'est une photo de limaille de fer répandue sur une table et d'une limaille de fer qui est organisée par des aimants, hein. Comme vous voyez, il y a deux aimants qui attirent la limaille de fer. Et donc, cette image est une image extrêmement importante pour les libertariens, mais elle vous montre ce qu'est l'ordre spontané. C'est-à-dire qu'au fond, ce que vous voyez sur cette photo, c'est une infinité de paillettes de limaille de fer qui a été jetée sur la table et on demanderait à un humain de les organiser aussi bien que cela, il n'y arriverait pas. Même au bout de nombreuses heures de travail, il n'arriverait pas à produire des effets de cristaux aussi parfaits que ceux que la limaille de fer montre. Or, la limaille de fer est ici attirée par un aimant et c'est donc par une espèce d'ordre spontané que la perfection de l'organisation de la limaille de fer se dégage. Aucun esprit humain n'arrivera à le faire. Il y a un phénomène mystérieux, caché, qui parvient à l'organiser. Un phénomène d'ailleurs qu'on a du mal encore aujourd'hui à analyser, qui est le magnétisme. Eh bien, ce phénomène caché, encore opaque, complexe, permet d'organiser un tout beaucoup mieux que la pensée humaine. Ça, c'est la base de l'ordre spontané. C'est l'idée que en laissant la nature faire, en laissant les choses se faire, ça marchera mieux, ce sera mieux organisé que si quelques cerveaux se réunissent pour essayer d'organiser la société. Ça, c'est le fondement. Alors, ce que je viens de vous en parler, l'ordre spontané tel qu'il est défini avec cette image de la limaille de fer, on le trouve, c'est une métaphore, comme on dit, qui a été beaucoup développée par le philosophe autrichien du XXe siècle, Friedrich Hayek, qui est un peu considéré aujourd'hui comme le père du libertarisme européen. Alors, il y a un libertarisme américain qui a des spécificités qu'on ne va pas évoquer aujourd'hui, mais la grande pensée libertarienne du XXe siècle, elle a été structurée par Friedrich Hayek, alors, qui est un personnage assez intéressant parce qu'il est autrichien et il a fui le nazisme dans les années 30, il s'est réfugié à Londres où il a enseigné l'économie. Et Friedrich Hayek a traversé toute l'histoire du libertarisme, toute l'aventure du libertarisme au XXe siècle. Il n'est pas forcément très connu du grand public, mais c'est évidemment un auteur important, alors, notamment parce que en 1938, il s'est retrouvé au colloque Whitman à Paris, euh, au colloque Lippmann, pardon, à Paris, en 1938, avec notamment Raymond Aron pour les Français ou Jacques Rueff. Et Friedrich Hayek est celui qui a beaucoup réfléchi sur l'organisation de la société et la nécessité ou non de l'État et de la réglementation dans l'amélioration de cette organisation. Alors en 1938, il a patronné l'invention du néolibéralisme, mais en partant du principe, donc, à l'issue de la crise de 1929, il y a eu un certain consensus temporaire pour justifier l'intervention de l'État dans l'économie, dans la foulée du New Deal de Roosevelt. Mais après l'aventure nazie, Hayek a beaucoup critiqué la dérive de l'intervention de l'État dans l'économie, dont le national-socialisme était l'une des illustrations. Et Hayek est revenu à des fondamentaux libertariens, à tel point, par exemple, qu'en 1976, de mémoire, il a écrit un petit livre sur la concurrence entre les monnaies pour s'opposer à la création d'un euro et de la monnaie unique. Donc il y a une pensée du Frexit, si j'ose dire, chez Hayek, bien avant qu'on ne parle de Frexit, et il y a une pensée de la contestation de la zone euro avant même qu'on ne crée, 20 ans avant la création de la zone euro. Donc Hayek est cet homme qui a porté l'idée qu'il fallait développer au maximum le libre choix et le libre choix spontané dans la société pour éviter les aberrations totalitaires comme celles que nous avons connues avec le pass sanitaire ou avec la vaccination obligatoire et toutes les aberrations qui l'ont accompagné.
Donc l'ordre spontané, il a été très largement défini par Friedrich Hayek avec cette image de la limaille de fer, mais qui est une image parmi d'autres. Et tout au long de son parcours philosophique, Hayek reviendra très souvent sur cette question de l'ordre de la société, de l'ordre spontané contre l'ordre vertical. Alors, il y a un mot qui peut assez bien résumer ce qu'est l'ordre spontané, c'est l'auto-organisation, c'est-à-dire qu'on laisse le groupe s'organiser tout seul, sans intervenir. On laisse les interactions entre les individus qui composent le groupe se faire. Ce sont des choses qui peuvent être très utiles et qui méritent réflexion, par exemple dans le monde du management, parce que il peut être intéressant de savoir laisser le groupe s'organiser librement. Alors là aussi, la pensée allemande, les pratiques allemandes ont été souvent beaucoup plus efficaces que la pensée française. Par exemple, une des supériorités de l'armée allemande en 1940 était sa capacité à déléguer aux sous-officiers la fonction de mener à bien les batailles, de mener à bien les objectifs qui leur étaient fixés sans attendre des ordres venus d'en haut, alors que l'armée française était déjà beaucoup plus verticalisée, beaucoup plus centralisée et beaucoup plus castratrice vis-à-vis des initiatives des cadres intermédiaires ou des agents de maîtrise, si vous voulez. Il y a en France une obsession de déposséder les équipes, ceux qui travaillent, de les déposséder de toute forme d'autonomie, alors que la pensée de l'ordre spontané, qui existe plus facilement dans le monde germanique, est une pensée où on confie plus de responsabilité, plus d'autonomie, plus de marge de responsabilité à un groupe en se disant ben, ils vont se débrouiller, ça marchera mieux que s'il y a un chef qui s'occupe de tout et qui donne des ordres partout. L'auto-organisation, c'est ça, ce n'est pas l'anarchie, c'est-à-dire ce n'est pas l'absence d'organisation, c'est l'idée qu'on va laisser un groupe faire ses choix d'organisation pour, en partant du principe qu'ils seront meilleurs que si ces choix sont imposés de l'extérieur par un esprit qui se croit supérieur, vertical, jupitérien, et qui prive toute personne de capacité, notamment de s'adapter face aux problèmes, parce que la grande force de l'auto-organisation, c'est sa capacité à s'organiser face aux problèmes, à s'adapter, à améliorer spontanément ses fonctionnements pour contourner ou surmonter des obstacles, alors qu'un groupe qui est totalement soumis à une autorité supérieure ne parviendra pas à s'adapter en cas de difficulté. Alors, il y a un troisième aspect qu'il faut comprendre dans l'ordre spontané, dans la définition de l'ordre spontané, c'est que, au fond, donc, il est fondé sur l'auto-organisation, il est fondé sur un ordre horizontal où il n'y a pas des couches de chefs comme on connaît en France, par exemple, avec le surchef qui donne des ordres au moins chef, qui donne des ordres au sous-chef, et cette cascade d'ordres où chaque fois on perd un peu d'efficacité, ça n'existe pas dans l'ordre horizontal. L'idée est que les citoyens, les membres du groupe les plus compétents ou les plus affûtés dans telle ou telle situation seront ceux qui s'imposeront assez naturellement pour organiser le groupe et pour atteindre ses finalités. Et politiquement, cette forme d'organisation s'appelle la démocratie liquide. C'est une solution alternative à l'ordre vertical et à la démocratie représentative. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ordre spontané, c'est pas seulement un problème de management, c'est aussi une vision politique. Cette vision politique, elle se traduit par la notion de démocratie liquide. Je ferai une leçon spéciale sur la démocratie liquide, mais l'idée est donc de dire que la société, elle doit s'organiser de façon horizontale et non plus figée, mais liquide, c'est-à-dire en mouvement permanent. Et le mouvement permanent ne doit pas être source de déstabilisation, mais au contraire source de stabilisation de la société, parce que précisément, elle s'adapte au mouvement du monde, d'une certaine façon. Alors, pour continuer à essayer d'expliquer ce concept abstrait d'ordre spontané, j'en dis quelques petites choses. D'abord, je viens de le dire, l'ordre spontané prétend remplacer la démocratie représentative par la démocratie liquide, c'est-à-dire une démocratie qui est beaucoup plus directe que la démocratie représentative. Ça n'exclut pas les élections. Je ferai une vidéo spécifique pour expliquer ce qu'on met dans le concept de démocratie liquide. Mais la démocratie liquide, c'est une démocratie directe transitive et non pas participative, c'est-à-dire que
dans la démocratie participative. Ce qui pose problème, c'est qu'au fond, on dit aux gens, eh bien, vous allez participer à des décisions prises en haut. Voilà. Or, ce qu'il faut, c'est supprimer le haut. Il faut qu'à un moment donné, le pouvoir bouge entre les gens qui sont capables de l'exercer. Et donc, il ne s'agit pas de faire participer tout le monde, ni de faire une mise en scène où tout le monde donne son avis. Il s'agit de faire en sorte que les décisions soient prises dans l'intérêt collectif, selon un processus non hiérarchique et non figé, mais où les gens qui prennent les bonnes décisions, qui sont capables de prendre les bonnes décisions, sont en position de les prendre le temps qu'on a besoin d'eux, hein. Avec cette conviction, c'est que l'État n'est pas l'instrument légitime de la décision en permanence. L'idée qu'il y a des gens dont le métier est de décider et d'autres gens dont le métier est d'obéir est une idée absurde. Il se trouve que certains sont capables de décider à certains moments sur certains sujets. Si vous êtes, par exemple, un excellent connaisseur de la chasse, eh bien, c'est plus malin de vous demander d'organiser la chasse plutôt que de le demander à quelqu'un qui a été élu et qui, sur tous les sujets, qui est une espèce de généraliste de tout et de rien et qui ne connaît pas spécifiquement les problèmes. Donc, il faut être capable de lier la capacité de décision d'un pouvoir à la, la capacité effective à prendre les bonnes décisions. Ça s'appelle la démocratie liquide, avec un pouvoir transitif. Et donc, dans la pratique, la logique de tout cela est de dire qu'il faut laisser la société s'organiser en réduisant la place de l'État et partant toujours du principe que s'il y a une concurrence, ne serait-ce que temporaire, entre le pouvoir étatique et l'ordre spontané de la société, eh bien, il faut laisser l'ordre spontané de la société s'exprimer en priorité. La loi ne doit intervenir que lorsque l'ordre spontané ne fonctionne pas. Ça, c'est un principe, j'y reviendrai dans une capsule aussi longue que celle-ci, mais c'est un principe qui est fondamental. Il y a un deuxième aspect de l'ordre spontané, qui est un deuxième aspect politique, hein, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de remplacer la démocratie représentative par une démocratie liquide, il s'agit aussi de donner des coups de boutoir définitifs au capitalisme de connivence. C'est-à-dire ce système où des grands patrons sont à la fois les instruments et les maîtres des grands élus, des ministres, des gouvernants, c'est un système insupportable. Ce système où, au fond, entre copains, au dîner du siècle, on dit ah, est-ce que tu peux me faire une loi pour défendre tel ou tel point de vue? Et puis ah, est-ce que tu peux recruter un tel de mes collaborateurs dans ton entreprise en contrepartie? C'est un système insupportable. C'est un système où, au fond, le fonctionnement démocratique transparent est supplanté par du copinage, par des calculs d'intérêt, par des alliances cyniques, et ça doit se terminer. Et l'ordre spontané est la meilleure façon d'en finir avec le capitalisme de connivence. Et enfin, il y a un point fondamental dans l'ordre spontané, c'est que vraiment sa clé de voûte, son repère existentiel, c'est le libre choix et le respect des droits naturels comme intention première. C'est-à-dire que beaucoup, et c'est ce que je reproche personnellement aux logiques de référendum, d'initiative citoyenne et de gouvernement d'assemblée, c'est qu'au fond, ces systèmes sont faits pour produire des lois et produire des réglementations. Or, nous, ce qu'on pense, c'est que ce qui pose problème dans une société, c'est pas que les lois sont mal construites, c'est qu'il y en a beaucoup trop et qu'il y a des champs de l'organisation sociale qui ne doivent pas faire l'objet de législation, qui ne doivent pas faire l'objet de réglementation. La logique de l'ordre spontané et cette grande différence avec le régime d'assemblée que propose un certain nombre de gens, de gens qui participent à la délibération sur les questions politiques, eh bien, la différence entre ces deux visions du monde, c'est que dans l'ordre spontané, il y a vraiment l'idée que la société ne doit pas être organisée pour faire des lois, elle doit être organisée pour protéger les droits naturels des individus. Et que donc, un vrai pouvoir politique efficace n'est pas un pouvoir qui légifère, c'est un pouvoir qui protège les libertés et qui donne à chacun le maximum de libre choix, hein. L'erreur de notre point de vue, du point de vue libertarien,
c'est de penser qu'il faut remplacer de mauvaises lois par de bonnes lois. Nous pensons qu'il faut remplacer de mauvaises lois par du libre choix et par la capacité qu'on laisse à la société de s'organiser sans la soumettre à des lois qui en sont mauvaises. Et vous avez compris que si on pense ça, c'est que très souvent, on part du principe, c'est l'image de la limaille de fer, très souvent on part du principe que eh bien, une loi par nature est mauvaise. Parce qu'une loi par nature va apporter des solutions simplistes à des problèmes complexes. Et par nature, nous pensons que eh bien, des problèmes complexes sont mieux résolus par la spontanéité, par l'aimant qui va attirer la limaille de fer, plutôt que par un cerveau, quelques cerveaux qui se réunissent autour d'une table ou même dans un hémicycle pour discuter, débattre d'une loi et dire ah ben maintenant tout le monde va faire comme ça sur tel ou tel sujet. Donc, on pense que mathématiquement, statistiquement, la loi apporte des solutions pauvres. Alors, on va sortir du champ du bon ou du mauvais. La pensée libertarienne est fondée sur l'idée que le fait de voter une loi, c'est forcément appauvrir des solutions qui pourraient être beaucoup plus riches, beaucoup plus parfaites si on laissait la société s'organiser. C'est l'image de la limaille de fer. Si on veut transformer un amas de paillettes de limaille de fer en un tout extrêmement bien organisé, géométrique, eh bien, une force mystérieuse qui s'appelle la spontanéité fonctionnera mieux que les efforts de réflexion et de discussion d'une caste qui considère qu'elle est légitime à exercer le pouvoir. Ça, c'est le fondement de l'ordre spontané, c'est ce pari qu'on traite mieux les problèmes sociaux en légiférant le moins possible et en protégeant le maximum la liberté de chacun d'agir, le libre choix de chacun en tous les domaines. On fait mieux fonctionner la société en protégeant ce libre choix plutôt que en l'encadrant, en le contraignant, en le faisant entrer dans les cases d'une loi. Ça, c'est le principe de l'ordre spontané qui est un pari, hein, bien entendu. Il ne s'agit pas de faire de l'idéologie. Si ça ne marche pas, on fait une loi. Et bien entendu qu'il y a des lois qui sont nécessaires. Pour lever l'impôt, il faut une loi. Pour autoriser la police à intervenir, à exercer la force publique, il faut une loi. Nous sommes bien d'accord. Mais la loi ne doit pas envahir la vie quotidienne et la vie privée des individus. Et par exemple, les libertariens considèrent qu'il y a aujourd'hui trop de qualifications pénales. C'est-à-dire que cette manie contemporaine qui consiste à dire il y a un problème, on invente un nouveau délit pour le traiter, est une folie répressive qui, dans la pratique, ne mène à rien, puisque de toute façon, les forces de police ont à la fin tellement de règles à faire respecter, tellement de délits à combattre, qu'elles ne s'en sortent plus. Et qu'il y a un certain nombre de zones dans la vie sociale où il faut laisser les individus s'organiser entre eux. On ne peut pas légiférer sur toutes les interactions qui les amènent à communiquer entre eux. Ça, c'est vraiment le principe de l'ordre spontané. Voilà, je prends un exemple de ce qu'aurait été le traitement libertarien de la crise du Covid et des mesures que des libertariens auraient prises pour gérer cette crise. Et d'abord, je vous rappelle quand même que la crise du Covid en France, elle s'est manifestée par l'interdiction faite aux médecins de soigner le Covid. C'est-à-dire que on leur a dit, on vous interdit d'utiliser de l'ivermectine, de l'hydroxychloroquine. Alors l'hydroxychloroquine étant la caricature, l'hydroxychloroquine est un produit qu'on connaît, qu'on utilise, que tous ceux qui allaient en Afrique utilisaient couramment pour éviter le paludisme. Et donc l'hydroxychloroquine a été inscrite 3 semaines avant le Covid sur la liste des substances vénéneuses qu'il était interdit de prescrire. Alors, personne n'est allé, on va y revenir, fouiller les conflits d'intérêts qui ont justifié cette, cette interdiction, dans des coïncidences tout à fait mystérieuses, 3 semaines avant le confinement. Ce qui est sûr, c'est que durant le Covid, on a interdit aux médecins de soigner, alors que jusqu'ici, la liberté de prescrire était le fondement de la profession médicale. Et donc, nous, on pense
que la base, lorsqu'il y a une nouvelle maladie qui apparaît, c'est de laisser les médecins soigner et de prendre le temps d'organiser, de superviser d'une certaine façon, d'évaluer en toute indépendance et de façon transparente l'efficacité ou non des produits, hein, mais certainement pas d'interdire à un médecin soigner alors que la base de son métier est de soigner. Une deuxième mesure que nous aurions prise, c'était d'imposer la transparence sur les conflits d'intérêts des médecins, ce qu'on a appelé des médecins de plateau, et sur les conflits d'intérêts des gouvernants. Quand on sait que Ursula von der Leyen, par exemple, présidente de la Commission européenne, dans des conditions qui ont été dénoncées par la Cour des comptes européenne, a conclu un contrat de plus de 50 milliards d'euros avec le laboratoire Pfizer en échangeant des SMS avec le patron de Pfizer, SMS qu'elle a refusé de transmettre aux parlementaires, à la Cour des comptes, à l'ensemble des organismes européens qui sont chargés du contrôle des institutions, on peut se dire, mais qu'est-ce que ça cache? Comment se fait-il que des dépenses aussi colossales, l'Union européenne n'avait jamais autant dépensé dans son histoire que pour le Covid, comment se fait-il que des décisions aussi fondamentales soient prises en toute opacité et dans des conditions de violation des procédures qui ont été relevées par les institutions européennes elles-mêmes? Et ça, la transparence sur les conflits d'intérêts, c'est une règle de l'État libertarien, si j'ose dire, du fonctionnement de la démocratie liquide. Et par ailleurs, les libertariens ne peuvent pas accepter la façon dont les vaccins ont été achetés et rendus obligatoires, puisque vous le savez, les laboratoires fabriquant ces vaccins ont obtenu de ne pas être tenus pour responsables des effets secondaires de leurs produits. Et ça, c'était le signe même que on déliait le producteur d'un médicament de sa responsabilité. Dans le monde libertarien, il ne peut pas y avoir de liberté sans responsabilité. C'est la base, et c'est pourtant une liberté sans responsabilité qui a été conclue par la Cour européenne des comptes, la Commission européenne, pardon, et par l'ensemble des États membres. Enfin, j'ajoute quelques points. Il y a eu cette technique du pass sanitaire qui était une technique du nudge et du crédit social qui est pour nous absolument impossible à accepter puisque selon nous, l'État n'a pas vocation à donner des conseils de vie aux citoyens. Chacun doit être libre et responsable de son propre destin. Et enfin, dans notre système, il n'y aurait pas de sécurité sociale obligatoire, centralisée, monopolistique. Or, une grande partie de la surveillance des citoyens en France a été rendue possible grâce à cet outil de domination et de contrôle qu'est la sécurité sociale. Et donc, dans notre esprit, évidemment, tout cela n'était pas imaginable ni possible. Voilà quelques points. On pourrait en épiloguer sur ce sujet, mais quelques illustrations de la façon dont nous aurions géré la crise du Covid si nous y avions été confrontés. L'idée étant que, bien entendu, la transparence du pouvoir est un point essentiel et la transparence dans l'exercice du pouvoir est un point essentiel qui n'a jamais été respecté durant toute cette phase du Covid. Mais on pourrait épiloguer. Je voudrais quand même, pour terminer cette longue explication, donner quelques avantages, faire la publicité de l'ordre spontané, même si ce n'est pas quelque chose de forcément simple. Je vous mets deux images que vous connaissez bien, c'est les Amish qui construisent une grange. L'ordre spontané, c'est ça, c'est-à-dire que on va construire une grange en 24 heures de façon efficace et économique par la spontanéité de l'ordre qui se dégage d'une communauté où les gens se font confiance et ça va aller beaucoup mieux que si on fait appel à une entreprise avec quelques cerveaux seulement qui vont s'en occuper. Ça, c'est les avantages de l'ordre spontané. Je vais en énumérer un certain nombre. Je voudrais parler d'un certain nombre de réalisations historiques de l'ordre spontané pour bien vous montrer que ce ne sont pas des visions de professeur Nimbus venus d'une autre planète. L'ordre spontané a existé, l'auto-organisation a existé dans nos sociétés, y compris en France, beaucoup plus qu'on ne le croit et beaucoup plus avant la quatrième puis la cinquième République. On pourrait faire une capsule sur la cinquième République comme espèce
d'épicentre du pouvoir vertical. Or, la société française a fonctionné beaucoup mieux par le passé, bien avant, et sur des principes d'auto-organisation. Alors, peut-être d'ailleurs qu'il faudrait faire une vidéo sur la Troisième République pour l'expliquer. Et donc, les principes je prends comme exemple très réussi, très important dans l'esprit collectif de l'auto-organisation, l'exemple des mutuelles. Alors, les mutuelles, c'était quoi? Eh bien, au 19e siècle, euh, on a assisté en France, ce sont des Français qui ont inventé la mutuelle. Au 19e siècle, on a assisté à des collectes spontanées, à la création de caisses mutualistes, notamment pour indemniser les ouvriers qui participaient à la collecte. Et lorsqu'ils avaient un accident, eh bien la caisse les indemnisait, les aidait à leur payer des soins ou à les aider à vivre le temps de leur maladie, le temps de leur incapacité de travail. Alors bien entendu, tout ça se faisait avec les moyens de l'époque. D'abord, il n'y avait pas de cagnotte litchi, il n'y avait pas d'hôpitaux avec des médicaments avec de la pénicilline au 19e siècle, mais il y avait cette idée que pour se protéger contre les risques de la vie, il ne fallait pas attendre que ça vienne de l'État. Les gens pouvaient s'organiser entre eux et décider de créer une communauté où chacun cotisait et quand il y avait un problème, on recevait. C'était le principe de la caisse d'assurance, mais qui a existé par ailleurs dans les compagnies maritimes avec la Lloyds. La compagnie Lloyds en Angleterre, en Grande-Bretagne, est une compagnie d'assurance créée sur le même principe où des propriétaires de bateaux s'organisaient pour indemniser les cotisants en cas de naufrage. La mutuelle, que tous les Français connaissent, c'est ça à la base au 19e siècle. C'était le principe d'une création spontanée et où le pouvoir était exercé par les cotisants. Et on cotisait et donc on participait aux décisions. Alors, cette idée que la mutuelle était une démocratie a connu pas mal de perversions et de dérives depuis, notamment après la guerre. Il faudrait faire une étude historique spécifique pour montrer comment, petit à petit, euh, cet esprit mutualiste n'a pas échappé à la culture managériale et, pour un certain nombre de raisons, a eu besoin de s'adosser à une forme de rigidification du pouvoir, de verticalisation. Mais à la base, la mutuelle est un système horizontal où chacun cotise et reçoit et où on décide que tel préjudice, tel dommage ouvre droit à une indemnisation de X et tel autre dommage à une indemnisation de Y. C'est donc le troisième principe de la mutuelle qui est important et qui est très caractéristique de l'ordre spontané, c'est le libre choix d'adhérer ou pas, c'est-à-dire qu'au 19e siècle, on pouvait rentrer dans une mutuelle ou pas, personne ne vous y obligeait, mais quand vous y rentriez, vous aviez un droit à la parole, hein, vous participiez aux décisions. C'est pour toutes ces raisons d'ailleurs que, notamment sous le Second Empire, sous Napoléon III, les mutuelles étaient interdites et participer à une mutuelle exposait à un casier judiciaire, hein, à une mesure correctionnelle, parce que la société de Napoléon III était une société extrêmement verticale, extrêmement contrôlante. Vous avez tous entendu parler du procès de Flaubert à cause de Madame Bovary, du procès de Baudelaire à cause des Fleurs du Mal. Le Second Empire ressemblait assez à notre époque actuelle, avec un ordre moral où on disait aux gens ce qu'ils avaient le droit de faire, qu'ils avaient le droit d'embrasser, qu'ils n'avaient pas le droit d'embrasser, ce qu'on avait le droit de faire, pas faire, et puis où on interdisait aux gens de s'organiser spontanément et où on les persécutait lorsqu'ils s'organisaient spontanément. Il y avait cela dans le Second Empire, il y a cela aujourd'hui. Mais vous voyez bien que ce principe d'auto-organisation, il a existé et il a fonctionné à tel point que les mutuelles, vous en parlez encore tous aujourd'hui. Ça veut dire que même si les mutuelles comme principe d'organisation libre n'ont existé que 50 ou 60 ans dans notre histoire, ce qui est venu après est a fait l'objet d'un certain nombre de perversions ou voilà, de changements de cap, mais vous voyez bien que vous-même, euh, vous avez retenu l'idée qu'il y avait eu un phénomène qui s'appelait la mutuelle. Eh bien, la mutuelle, c'est de l'auto-organisation. Je le redis, ce n'est pas exactement les mutuelles d'aujourd'hui, mais les mutuelles du 19e siècle fonctionnaient comme ça. Donc ça veut dire qu'on peut, en France, faire fonctionner de l'auto-organisation. Mais il y a d'autres exemples de systèmes
de démocratie liquide ou de réalisation d'ordre spontané qui fonctionne. On ne peut évidemment pas évoquer ce sujet sans parler de la démocratie en Suisse, alors qui n'est pas à proprement parler une démocratie liquide. Et on a vu notamment avec le Covid que la démocratie suisse n'était pas exempte de dérives autoritaires, mais il y a en tout cas en Suisse un certain nombre de pratiques qui sont précurseurs d'une démocratie liquide, notamment le référendum d'initiative populaire qui est beaucoup pratiqué, ce qu'on appelle la votation en Suisse, qui permet de soumettre au référendum, dans certaines conditions qui sont très souples, soumettre au référendum telle mesure législative au vote direct des électeurs sans passer par les élus. Il y a par ailleurs, dans un certain nombre de cantons, une permanence du vote en assemblée, c'est-à-dire que tous les citoyens participent sur la place du village aux décisions par des votes à main levée. C'est de la démocratie directe. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup mieux que la démocratie participative. Ce sont des décisions qui sont prises directement par les citoyens. Et par ailleurs, il y a une vraie culture de la subsidiarité en Suisse, c'est-à-dire que le gouvernement confédéral, au fond, intervient très peu dans la vie des citoyens, et les citoyens se satisfont très bien de cet état de fait, hein, alors qu'en France, il y a en permanence une demande et que fait l'État, que fait le gouvernement, faisant une loi. Eh bien, en Suisse, il n'y a pas ce réflexe, il y a un culte de nous allons prendre notre destin en main nous-mêmes, sans avoir besoin de loi, sans avoir besoin de l'État pour faire à notre place. Et ça, c'est aussi un réflexe qui est très proche de la démocratie liquide que nous appelons de nos voeux. De nos voeux. Voilà. Enfin, s'il fallait décrire ce à quoi nous aspirons, c'est quand même à une société de confiance. C'est-à-dire que dans l'esprit libertarien, il y a bien l'idée que les citoyens doivent pouvoir nouer des contrats libres entre eux, qui sont des contrats sur lesquels ils peuvent se reposer parce qu'ils seront exécutés. Il y a cette horrible manie en France de dire j'ai pris un engagement, mais je ne le tiendrai pas. De toute façon, la loi ne m'y oblige pas. Ça, c'est contraire au principe d'une société liquide, au principe d'une société horizontale. C'est caractéristique de la société verticale de dire s'il n'y a pas un gendarme derrière moi pour m'obliger à respecter mes engagements, eh bien, je ne les respecte pas. Ça, c'est de la société verticale. C'est une société où on ne peut pas faire confiance dans l'autre parce qu'on se dit que bien, s'il n'y a pas de loi, il n'y aura pas de règles respectées, il n'y aura pas de fonctionnement harmonieux du groupe. La société libertarienne ne peut fonctionner que s'il y a cette confiance entre les individus, ou si quelqu'un a pris un engagement, il le respectera et il l'accomplira. Ça, vraiment, le respect des engagements, le respect du contrat, l'accomplissement du contrat est au cœur de la transformation de la société verticale en une société horizontale. Et ça suppose une discipline, ça suppose un sens des responsabilités, ça suppose de sortir de cet avachissement où ah non mais j'ai pas pu parce que c'était compliqué, parce que j'étais fatigué, j'étais épuisé par mon patron, etc. Cette vision chouineuse de la vie qui existe dans les sociétés avachies par la verticalité, elle est incompatible avec la société de confiance qui est la société libertarienne. Et par ailleurs, la société libertarienne à laquelle nous aspirons est une société où, plutôt que d'obliger les gens, comme on l'a fait au moment du vaccin et du pass sanitaire, plutôt que de les surveiller pour savoir s'ils sont vaccinés, s'ils respectent bien les obligations du gouvernement, eh bien, on va laisser au maximum les gens prendre des initiatives pour régler les problèmes. On diminue radicalement le champ des obligations, de la contrainte, des règles, pour faire confiance aux individus et faire confiance en leur capacité à régler les problèmes ou à les amenuiser. Il y avait cette très belle phrase de Pompidou lorsqu'il s'adressait à la bureaucratie, où il disait cessez d'emmerder les Français. Eh bien, la société fondée sur l'ordre spontané, c'est une société où on cesse d'emmerder les gens. C'est-à-dire qu'on sort de ce système que nous connaissons aujourd'hui et qui vous accable probablement. Si vous êtes accablé par ce système, vous avez des bonnes bases pour devenir libertarien. Eh bien, nous sortons de ce système où on dit aux gens mais non, mais il faut faire ceci, il y a telle règle, il y a tel décret, tel règlement, vous devez
arrêtez de fumer, arrêtez de boire, arrêtez de conduire après je ne sais pas quelle heure, vous devez rouler moins vite, vous devez, ce qu'a fait Édouard Philippe, les routes nationales, c'est 80 km/h au lieu de 90, il y a des règles sur tout, et que je te mette un feu rouge et une pancarte, etc. Euh, on arrête ce système d'emmerdement et on dit aux gens, montrez-vous responsables et on vous fait confiance pour régler les problèmes. Voilà. En revanche, c'est vrai que la contrepartie de ce système, eh bien, c'est que euh, les gens se comportent de façon responsable et donc arrêtent de partir du principe qu'il y a un filet de sécurité qui va s'occuper de prendre leur destin en main à leur place. Voilà. Et ça, c'est la société de confiance. C'est une société qui n'est pas une société d'infantilisation permanente des individus. C'est là qu'effectivement, il faut dire aux gens, eh bien, si vous voulez sortir de la dictature, il faut vous prendre en main et vous ne pouvez pas être en permanence en train de demander à l'État de s'occuper de tout, puis vous étonner qu'à force de s'occuper de tout, il ne vous laisse plus aucune responsabilité. Il faut sortir de cette ligne, de cette logique d'avachissement, il faut se remettre droit, tête haute, main propre, et prendre son destin en main en se disant, avec confiance, la société fonctionnera mieux et j'aurai moins de problèmes, je gagnerai mieux ma vie et au fond, je trouverai plus facilement du travail si on diminue la couche réglementaire qu'on a édictée prétendument pour me protéger. Voilà, je ne peux pas finir cette intervention qui vraiment essaye d'expliquer ce qu'est le projet libertarien. Je ne peux pas la finir sans vous parler de notre chaîne YouTube qui est gratuite. Vous pouvez vous y abonner, mais nous avons aussi une chaîne payante, Patrimoine, 5 euros par mois, avec déjà plus de 100 conseils, j'ai oublié un S à conseils, qui sont publiés sur cette chaîne YouTube. Ne les manquez pas, ce sont des conseils centrés sur le patrimoine. Nous avons par ailleurs un fil Telegram gratuit qui est le fil Restez libre. Vous y disposez d'une information continue, ne le manquez pas. Et nous avons un fil Telegram élitiste, libertarien, caché. Écrivez-moi, demandez-moi l'adresse si vous voulez, au moins en commentaire de cette vidéo. Enfin, je vous rappelle que le prix de l'abonnement au courrier des stratèges va augmenter au 1er mai. Vous pouvez encore en bénéficier à 50% jusqu'au 30 avril www.lecourrierdesstratèges.fr. C'est un média indépendant, autofinancé par ses abonnements. C'est un média libertarien. Je compte sur votre présence sur ce média. Et puis, retenons une chose, c'est que nous vivons une époque tout à fait extraordinaire, euh, avec des mutations inconnues jusque-là, d'une rapidité inconnue jusque-là. Et cette époque extraordinaire, elle est en même temps un moment d'effondrement, j'allais dire, de la banquise de la caste. On voit bien que des pans entiers du pouvoir sont en train de chanceler. Nous pouvons gagner le combat contre la caste et nous pouvons faire une espèce d'insurrection, mais pacifique, contre son ordre, contre l'ordre qu'elle nous impose. Il faut simplement nous mobiliser, nous former et nous organiser. Voilà. Suivez ces leçons et puis rejoignez-nous et manifestez votre envie de rejoindre notre combat. Nous parviendrons à imposer une société beaucoup plus libre et nous parviendrons à sortir de la dictature, j'en suis absolument convaincu. À très bientôt.